tombée par hasard sur un reportage de TF1 qui m'a beaucoup interpellée. Alors je vais laisser Monsieur Carati se présenter et nous expliquer un petit peu comment, en tant que personne non-voyante, il a pu devenir médiateur dans un musée. Alors ça peut paraître assez extraordinaire, mais je lui laisse la parole, il va nous expliquer tout ça. Merci. Bonjour à tous. Oui, ça paraît un peu étonnant qu'un non-voyant guide, puisque plutôt habituellement dans les musées, c'est les non-voyants qui sont guidés, et il y a une inversion un peu des rôles dans ce musée d'Aquitaine à Bordeaux. Ce musée, je vais vous le présenter, vous le verrez parce que je suis venu avec le reportage de TF1 dont Catherine parle, puisqu'il montre assez bien les lieux et il me montre en train d'effectuer de la médiation dans nos collections de préhistoire. Je vous le présente en quelques mots, c'est le musée d'histoire de Bordeaux, même s'il porte le nom d'Aquitaine, qui traverse 5000 mètres carrés d'espace d'exposition temporaire, permanente, pardon, 1000 mètres d'expo temporaire, présente à peu près tout ce qu'on a pu retrouver sur nos territoires depuis la préhistoire, aux environs de moins 300 000 ans, jusqu'en 1939 pour le moment. Donc toutes les périodes historiques, à travers 5000 objets et des objets que je rencontre un peu moins, un peu plus d'1 million d'objets en réserve. Donc un très gros fond à connaître, une très grosse sollicitation au niveau de ma mémoire. J'y suis. Alors le musée est créé et installé dans ses locaux depuis 1987. Depuis que j'y suis, moi j'ai dû le redécouvrir 2 fois puisqu'il a presque totalement été reconfiguré depuis que je suis arrivé dans ses collections. Et c'est vrai que le défi était intéressant de mon point de vue, était intéressant aussi pour ceux qui m'ont clairement offert cette opportunité, parce qu'il y a quand même une prise de risque, très clairement au départ, d'envisager la possibilité que je vienne faire de la médiation auprès de tous les publics à Bordeaux. Et très clairement, vous allez le voir, ça se passe plutôt bien. Comment on a envisagé les choses ? Difficilement, tâtonnant un petit peu, parce qu'il n'y avait pas de précédent, ou tout au moins on n'en connaît pas. Donc il a fallu mettre au point des méthodes pour localiser toutes les œuvres, pour effectuer des circulations simples qui ne mettent ni en danger les visiteurs, ni le guide, ni nos œuvres également. Il y a eu le problème du toucher qui s'est posé, puisque tout le monde sait qu'on touche avec ses yeux dans les musées et plus avec ses doigts. Et bien sûr, moi j'ai essayé de réintroduire ce sens ou de le développer un peu dans ce musée et puis d'y ajouter d'autres approches sensorielles de ces collections, des approches sonores, des approches olfactives, puisque en tant que médiateur, on envisage tout à fait d'aborder des œuvres par différentes clés de lecture. Et au départ, j'ai commencé dans un lieu vraiment un peu austère, puisque je me suis attaqué aux collections de préhistoire. Les collections de préhistoire, c'est plein de petits objets. C'était à l'époque une muséographie un peu vieillissante, donc une très grosse surcharge, une très grande quantité de petits objets dans des très grandes vitrines, et que des objets sous vitrine. Et ça nous a paru à l'époque le lieu le plus difficile d'accès. Et on s'est dit que si ça passait là, ça passerait après pour tout le reste. Ça a été plus de 2 ans de travail pour assimiler le musée. Donc là aussi, un employeur public qui a accepté de jouer ce jeu-là, d'avoir un personnel pas totalement rentable dès le départ. Et c'est aussi quelque chose d'important. Et ce musée est financé par la mairie de Bordeaux. Et ce que je vous propose, c'est de regarder le reportage de TF1 pour le moment. Et puis après, je vous parlerai un peu de ces aspects sensoriels que j'ai essayé d'amener. Et on verra un autre petit reportage vis-à-vis d'un public spécifique, hors les murs. Donc on peut être non-voyant, travailler dans un musée, mais aussi amener le musée à d'autres sur des lieux un petit peu particuliers. Si on peut lancer le reportage. Chaque semaine, dans ce journal, nous vous présenterons des hommes et des femmes qui, par leur énergie, leur talent, leur courage, leur générosité, ont une influence positive sur les autres. C'est le cas de Nicolas Carati. Il est guide dans un musée à Bordeaux. Il comprend intimement les œuvres, à défaut de les voir. C'est un reportage de Quentin Fichet et Maude Gatineau.
connaissez ce musée? Il y en a qui sont déjà venus? Au pied de cette grotte préhistorique, Nicolas Carati est un guide ordinaire. Jusqu'à la remarque de ce très jeune visiteur. Alors, t'es aveugle. je suis aveugle. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire être aveugle? Au bout d'un quart d'heure, c'est oublié. Le fait que je vois ou je ne vois pas n'a plus d'importance. J'ai même des gens, je me souviens d'un groupe d'adultes où j'ai un monsieur qui m'a dit « Mais je n'ai réalisé que vous ne voyez pas qu'au bout d'une demi-heure. Venez voir ici, là. » Un aveugle guide. Il y a 7 ans, ce conservateur du musée d'Aquitaine retient sa candidature et ose lui donner sa chance. On me disait que c'était absolument impossible, que c'était même décalé, voire je suis passé pour un fou, pour un cynique, hein, alors que je sentais qu'il y avait effectivement une vraie potentialité. Seule la canne blanche de Nicolas indique qu'il ne voit pas. Pendant 3 mois, il s'est approprié l'espace, explorant inlassablement les 5000 m² du musée. Chaque pièce est passée entre ses mains. Ses doigts ont parcouru toutes les sculptures. Donc là, c'est un moment un peu particulier puisqu'on ouvre une vitrine pour que je puisse connaître ces objets, puisque je suis amené à les présenter aux gens. Donc c'est une poterie très simple, hein, en elle-même, peu de relief, mais c'est important d'avoir pu avoir son contact pour connaître ses volumes, ses formes. Il y a une part d'excitation, il y a une part d'enthousiasme, parce que c'est un moment à part. Nicolas n'utilise pas seulement ses sens. Il fait aussi appel à l'imagination. Tentons l'expérience un instant. Fermons les yeux et laissons-nous guider. Un homme, les mains jointes sur la poitrine, à son côté gauche un bouclier orné d'un lion couronné, ses jambes vêtues de côtes de mailles, à ses pieds un lion sans tête. Cette statue représente le chevalier de Curton, du XIIIe siècle. Nicolas Carati est né malvoyant. Il a complètement perdu la vue à 14 ans. Cela ne l'a pas empêché d'avoir plusieurs vies. Joueur dans l'équipe de France de football aveugle, téléconseiller, accordeur de piano. Aujourd'hui, à 42 ans, son métier le rend heureux, fier. J'ai la volonté, tout au moins la mission d'être un exemple. Je suis a priori encore relativement seul à exercer ce métier et que j'aimerais que d'autres puissent l'exercer aussi parce que je suis persuadé que d'autres non-voyants pourraient le faire. Je mets la main à plat. Un homme déterminé et discret, Nicolas Carati reste pour l'instant l'unique guide aveugle en France. Dorénavant, chaque semaine, dans ce journal, nous vous présentons... Alors c'est un peu le monde des étoiles, hein, c'est TF1, faut être honnête, mais ça a été très très travaillé, très mis en scène et très très léché au niveau de tout ce qui est montré dans ce reportage. Enfin, c'était un peu décisif aussi pour le journal de 20h à l'époque. Donc il y a eu tout un effet de mise en scène, mais ça résume quand même bien et ça montre bien à la fois la ville qui s'est bien restaurée et ce lieu dans lequel j'interviens, dans lequel on est chargé de faire partager l'histoire de la région. Voilà. On le dit un peu hein, dans le reportage, j'ai vu un petit peu, ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a été favorable à l'expérience puisque j'ai une base de connaissances visuelles, de tout un tas d'éléments, d'architecture, de couleurs, de choses comme ça, de formes, d'objets du quotidien. C'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer bien évidemment énormément. Et c'est vrai que quand on a lancé ce projet-là, on s'est demandé un peu quelles difficultés nous rencontrerions, puisqu'on était persuadé que de tous les côtés il y en aurait. On en a rencontré quelques-unes, mais dans l'ensemble ça a été assez bien surmonté. On y allait très progressivement aussi, hein, en remontant le temps, préhistoire, période gallo-romaine, époque médiévale, époque moderne, etc., etc. Puis après les expos temporaires, des petites, des grandes, hein, on a petit à petit augmenté la charge de travail. Aujourd'hui, dans le musée, j'ai une quinzaine de parcours différents, qui peuvent être des parcours sur le permanent, qui vont on va dire cela d'1h45 de visite à 2h30, plus si on a vraiment des fans, des passionnés, et puis des parcours plus segmentés, voilà, pour les scolaires, des parcours comme tous les médiateurs, avec une partie visite et une partie pratique artistique en atelier après. Je pense à de la poterie, je pense à des réalisations de bijoux, de fibules romaines par exemple, de bijoux romains.
un parcours autour du son, c'est-à-dire que plutôt que de regarder une œuvre et de la raconter, on essaye aussi d'écouter le son que peuvent faire les personnages de cette œuvre ou l'activité qu'elle a générée. Ça peut être un sculpteur qui travaille, des pièces de monnaie, des choses comme ça, et un parcours autour de la chronologie notamment. Et puis un parcours autour du toucher, où là il a fallu un petit peu convaincre, et c'est par ce parcours-là que j'ai commencé, c'est-à-dire que les fonds en préhistoire à Bordeaux sont très riches, on est juste à côté de la Dordogne, donc on a énormément de pointes de flèches et de choses comme ça en silex, donc des choses pas trop fragiles d'un point de vue de la préservation. Et depuis que je suis là, on fait retoucher, parce que ça avait déjà eu lieu avant, mais on fait retoucher à tous les enfants qui viennent visiter nos collections de préhistoire des objets aussi, pour qu'eux s'approprient de façon un petit peu différente ces différentes collections. Le public, je le dis dans le reportage, des fois s'en rend pas compte ou l'oublie très vite, c'est une réalité. C'est pas toujours le cas, des fois il y a besoin là aussi de briser des barrières et d'expliquer les choses, de les raconter, de les mettre en forme, de parler de handicap et de différence avant d'attaquer une visite pour pouvoir parler après d'histoire, parce que sinon on part en visite avec que des questionnements sur la malle et la non-voyance. Mais comment il fait? Il va se perdre, il va rentrer dans l'œuvre, il va tomber. Donc ça peut nuire un peu à la visite du musée. Et là aussi, il y a eu un accord avec le musée, c'est-à-dire que s'il faut parler pendant un quart d'heure de handicap, on en parle. C'est ma volonté aussi, ça ne m'a pas été imposé, mais il est évident que rencontrer un non-voyant quand on est dans une phase de découverte, de curiosité, on va aussi s'intéresser à ce non-voyant. Et alors maintenant à Bordeaux, j'ai une multitude de fans dans la rue, de petits-enfants de CE2 qui, à chaque fois qu'ils me voient, viennent m'aider à traverser la rue. Enfin, c'est plutôt sympa. Et quand on parle d'inclusion et de choses comme ça, là, on est vraiment dans des choses très concrètes qui prennent forme à des âges qu'on va qualifier de très très jeunes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai essayé aussi de faire rentrer le sensoriel. Et le sensoriel, j'y ai été beaucoup rattaché en traversant un bureau un jour par hasard. Il y avait un groupe de travail dans ce bureau qui cherchait à prolonger un de nos projets vis-à-vis de publics spécifiques. Ce public, c'est des patientes, puisque ce sont majoritairement des jeunes femmes anorexiques. C'est un partenariat qui était initié depuis longtemps au musée. On a conçu des ateliers autour de détourage de silhouettes et de remplissage à travers d'éléments qui peuvent se rapprocher du tatouage, de la scarification, de choses qu'on peut trouver dans tout ce qui peut être ethno, essentiellement. Donc cet atelier a été transféré à l'hôpital. Après, on a mené une belle exposition aussi sur les troubles de l'adolescence, qui s'appelait Mémoire de corps, adolescent à corps perdu, qui sera proposée l'année prochaine à Genève, puisqu'elle est reprise. Et puis l'idée était comment on prolonge ça, et la demande de l'hôpital était de faire travailler ces patientes sur le sensoriel. Et bien sûr, quand le non-voyant a traversé la salle, hop, sensoriel, ça va être Nicolas. Et donc, je regrette pas du tout, mais au départ j'étais un peu perdu face à ce projet, très clairement, puisque c'est un public que je connais pas, parce que c'est un public qui a ses particularités, qu'il faut aussi maîtriser et comprendre. Et là, je travaille avec ces patientes maintenant depuis 5-6 ans, autour de l'histoire des sens, donc l'olfaction, le parfum, les rapports à l'odeur dans l'histoire, les rapports au son dans l'histoire, par exemple, des découvertes d'œuvres dans le noir, et vous allez en voir une illustration sur le reportage qui suit, et qu'on redessine après. Et voilà, ce reportage, je vous le montre parce que le psychiatre qui suit ces patientes, qui s'appelle le docteur Pomereau, une remarque assez pertinente dans le film qui, en gros, dit que plus les équipes dans les musées seront riches et différentes, et plus on touchera de publics différents et variés. Et c'est un peu effectivement notre façon de travailler au musée d'Aquitaine. Alors j'espère que ça va fonctionner, parce il faut qu'on le lise sur internet. Et, si on peut, on va le lancer, ce deuxième reportage, et puis après je répondrai à vos questions pour ceux qui en ont.
Toucher pour voir. Des gestes dans la pénombre. Fermez les yeux et suivez le guide. Nicolas Carati travaille au musée d'Aquitaine. Il est non-voyant, mais il connaît tous ces objets d'art sur le bout des doigts. Cette Vénus, je la vois bien parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir la toucher, alors toucher une copie. Et je trouve que c'est un objet qui est assez intéressant dans le domaine du sensible et dans le domaine de ce qu'il peut amener sur les représentations du corps. La culture pour soigner le mal-être. Une fois par semaine, Nicolas emprunte quelques objets du musée, direction l'hôpital, où il retrouve des jeunes filles anorexiques du Centre Abadi de Bordeaux pour animer un atelier un peu particulier. Je vous ai amené des objets du musée qu'on va d'abord découvrir tactilement et identifier. L'idée, c'est de les comprendre. Déclencher des émotions et des sensations. C'est le but de cette séance qui se déroule dans l'obscurité. Nicolas est leur guide. Comme lui, elle ne voit pas. Est-ce qu'il y a des plis? Est-ce qu'il est très lisse? Est-ce qu'il est... Ah non, il y a des plis. Ouais. C'est pas dit du tout. Une étoile aussi, on pourrait envisager une forme d'étoile si on veut. Est-ce qu'il est normal ce visage? Il manque de nez. L'exercice consiste à deviner les formes et volumes de ces œuvres d'art. Les adolescentes doivent ensuite dessiner ce qu'elles ont touché. L'intérêt, c'est la difficulté de l'exercice et le fait qu'ici, on a beaucoup de mal à être parfait dans cet exercice. Et que c'est souvent une préoccupation d'être le ou la plus parfaite possible. C'est un atelier qui nous permet de faire abstraction du visuel, qui est quelque chose dont on ne fait pas abstraction au quotidien avec cette maladie. Donc forcément, ça fait bizarre, mais en même temps, ça fait plus de bien que de mal, justement, de ne pas voir. On accorde énormément d'importance à notre physique et le fait qu'il soit non-voyant, on n'est pas dans le jugement. Je commence à comprendre d'où ça vient, comment je suis tombée là-dedans, mais j'essaye en fait de comprendre et je travaille sur ça pour comprendre comment m'en sortir et comment lâcher les symptômes alimentaires. Pourquoi ces jeunes filles se privent-elles de nourriture? Elles sont obsédées par leur corps. Pour le psychiatre qui dirige ce service, tout est dans la tête. Il faut donc les aider à s'ouvrir vers l'extérieur. Nicolas les fait réfléchir, puisqu'il les amène à détourner le regard, d'une certaine façon, pour s'intéresser à autre chose. Et cette autre chose, ce sont d'autres perceptions. Le traitement de l'anorexie mentale est compliqué. Il n'y a pas de recette miracle. Mais ce partenariat hôpital-musée est une étape importante sur le chemin de la guérison. Donc voilà ce deuxième petit reportage et je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle et si certains ont des questions, n'hésitez pas. Alors, je donne la parole à la salle. Oui. Donc c'est M. Meisterman de l'APF. Voilà. Je le redis pour M. Carati. Désolé, voilà, ça marche mieux. Tout d'abord, vous forcez l'admiration, bravo, c'est quand même un bel exemple, parce que souvent, la personne handicapée se handicape elle-même parce qu'elle n'ose pas sortir de son cocon. C'est déjà prendre sur soi avant d'apprendre aux autres. Mais juste la question va être courte. Est-ce que depuis ce reportage de TF1 et depuis les années auxquelles vous avez déjà exercé, pendant lesquelles vous avez déjà exercé, avez-vous créé, enfin le mot, ou suscité des vocations? Le mot est un peu fort, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples en France depuis, ou êtes-vous toujours le seul? Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. A priori non, malheureusement. Alors il y a eu des gens qui ont fait de la médiation, mais sur des phases courtes, sur des expos temporaires, sur des choses comme ça. Mais malheureusement, je crois pas, a priori. Et franchement, je le regrette parce que moi, je travaille dans un musée très grand, très biscornu, un peu labyrinthique. Il y a plein de musées en France, c'est pas loin de 3000, je crois. Il y en a dans lesquels, effectivement, des non-voyants pourraient tout à fait intervenir, ou d'autres. Ça peut concerner des personnes à mobilité réduite, des gens qui signent aussi, etc. etc. Alors, pour rebondir un petit peu là-dessus, dans le premier reportage,
on voit le conservateur, donc votre collègue, qui a dit qu'il passait en gros pour un fou au début quand il a souhaité vous prendre dans son équipe. En fait, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça a été tellement compliqué de faire accepter le fait qu'on embauche dans un musée un guide non-voyant? Et quels étaient les freins par rapport à ça qui l'ont tellement, qui lui ont compliqué la vie? Un petit peu. Non, mais c'est vrai qu'il est peut-être apparu le jour où il a annoncé un peu tout ça, un peu comme un doudingue, mais au final, maintenant, je crois que personne ne le regrette, mais c'est vrai que ça a vraiment suscité beaucoup de questionnements. D'abord, est-ce que c'est réellement faisable? C'était la bonne question, puisque jusqu'à présent ça n'existait pas, donc on peut tout à fait se la poser. Après, il y a l'aspect du toucher, l'aspect de la préservation des œuvres, l'aspect de toutes ces questions-là, qui sont des choses et des questions qu'on se pose vraiment dans le musée. Moi, je pensais que c'était jouable. J'avais eu des expériences de médiation, mais sur des plus petites collections, sur des plus petits espaces il y a longtemps, parce que maintenant ça fait un peu plus de 20 ans. Donc je savais que c'était faisable. Est-ce que c'était faisable sur une aussi grande échelle? Et ça, je ne savais pas. C'est pour ça qu'on y est un peu comme sur des œufs tous à l'époque. Il a fallu convaincre, quand même, persuader quelques réticences. De gens que je vais mettre dans l'ancienne école, malheureusement. C'est vrai que là aussi, nos nouvelles générations amènent un sang neuf aussi à ce niveau-là, et peut-être un changement de perception et de regard par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que je me souviens qu'au départ, quand j'ai voulu faire toucher des pointes de flèche, ce qui est pas très dangereux, ce qui n'est pas très périlleux, quand on en a 50 000 en réserve dans des tiroirs, on peut se permettre d'en faire toucher une. Les gens chargés de la préservation, pas le conservateur des collections de préhistoire, qui était une conservatrice, pardon, mais la personne chargée de la préservation des œuvres était très 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 réticente. Bon. C'est comme ça, il faut aussi faire nos preuves, et ça je le conçois bien. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai fait un vol en montgolfière avec des gens avec qui ça se passait super bien, on discute, tout est normal. Bon, nous voyons faire un vol en montgolfière, c'est un peu bizarre, mais ok, pourquoi pas. Je recroise ces gens au musée qui sont ravis de me retrouver dans le hall du musée, et quand je leur annonce que c'est moi qui vais être le guide, il y a un froid. Alors ça s'est très bien passé, la visite s'est très très bien déroulée, et à la fin ils m'ont expliqué qu'ils ont un peu regretté leur phase d'appréhension et un peu de recul, mais c'est pour vous dire que voilà, ça peut encore être surprenant. Les gens qui viennent beaucoup au musée, les classes de Bordeaux et de la périphérie de Bordeaux proche sont habitués, il n'y a plus de problème. Les gens qui sont de passage, des fois sont un peu surpris encore de voir arriver un médiateur non-voyant dans les salles. Est-ce que je vais avoir le même contenu? Est-ce que je vais avoir une visite aussi riche? Est-ce que on est en droit de se poser ces questions-là? On peut comprendre qu'on se les pose en tout cas. Une question, oui, dans le public. Oui, on est une équipe on a nous aussi relativement de la chance, puisqu'on est 7 à faire de la médiation. Qu'est-ce qui les motive particulièrement? Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a l'instituteur ou trice ou prof ou habitué d'associations culturelles qui est fan et qui veut absolument que ce soit moi qui son guide. Et puis il y a le hasard aussi de la programmation, du calendrier, du créneau qui est disponible, et c'est Nicolas qui est disponible, et ça sera Nicolas le guide. Quand c'est possible, effectivement, s'il y a le souhait que j'intervienne, j'interviens. Alors, c'est des questions de feeling, c'est peut-être aussi une approche un peu différente des œuvres, une façon un peu différente de les présenter. Les visiteurs me disent que c'est le cas. Moi, j'en suis pas intimement convaincu et persuadé, mais c'est possible. En tout cas, je sais que, par exemple, je peux aller chercher un petit objet qui n'est pas toujours le plus visible, le mieux exposé, parce que moi, il me semble parlant, et que j'oublie l'aspect pratique et visuel de l'objet, et que je veux absolument parler de cet objet-là. Ça peut m'arriver, ça m'arrive d'ailleurs.
Alors après, ou quand je l'utilise beaucoup, on peut le changer de place. Des fois, j'arrive à obtenir ça. Ou des fois, il reste perdu un peu dans sa vitrine et ça ne m'empêche pas de continuer à en parler. J'ai certainement une autre façon de parler des objets et des œuvres de ce musée. Oui. Moi, j'ai une question. Il y a pas mal de musées d'art dans lesquels on utilise maintenant des facsimilés en matière synthétique. Et je voulais vous demander ce que vous en pensez. Alors moi je pense qu'il vaut mieux un facsimilé en matière synthétique que pas de facsimilé du tout. Ça c'est très clair. J'ai la chance dans toutes mes activités d'intervenir des fois au musée du Quai Branly pour un programme qui s'appelle l'aventure d'une œuvre. Et eux ont mis les moyens, même si des fois ils utilisent aussi du synthétique, mais de réaliser des facsimilés dans leur vraie matière, c'est-à-dire qu'on a le même poids que l'objet, la même température, la même texture. Et c'est bien évidemment une toute autre expérience. Maintenant, moi je reste sur ma première position, vaut mieux un objet synthétique, parce qu'on sait en faire des très beaux. Il y a des gens qui sont de très très bons producteurs et créateurs de ces objets-là. Et ils font du super boulot, il ne faut surtout pas qu'ils arrêtent et ni que les musées arrêtent d'en installer parce que c'est malgré tout très bien et il y a parfois des choses en synthétique qui sont mieux que parce que l'objet sera peut-être un peu plus manipulable, plus léger, on peut envisager, ça peut avoir un intérêt. Maintenant, en tant que non-voyant, moi je préfère toucher la vraie matière très, très clairement. Et si possible, sans gants. Une question au fond, Leïla. Oui, en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué avec votre expérience avec les personnes anorexiques. C'était quand elle disait il ne peut pas nous voir, du coup, il n'y a pas de jugement. Et du coup, ça nous aide, ça les aide à comprendre leurs problèmes, la source de leurs problèmes, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me demandais, parce qu'en fait, le problème de refuser sa propre image, ça peut être, là on a les personnes anorexiques, c'est vraiment le centre du problème. Oui. Ça peut être pour d'autres personnes handicapées, ça pourrait être pour des personnes valides qui supportent par leur image pour énormément de raisons, des personnes en dépression ou n'importe. Vous avez d'autres projets dans ce cadre-là, parce que ça ouvre des portes immenses, le fait que le regard ne pèse pas. Oui, c'est un point important dans les rencontres que j'ai effectivement avec le public spécifique. Je ne vous cache pas que quand je suis arrivé au musée, on a essayé de me mettre chargé des publics spécifiques, ce que j'ai toujours un peu essayé de refuser, parce que je ne voulais pas forcément être associé au public spécifique. Je vis avec un handicapé 24 heures sur 24, c'est moi. Et c'est pas toujours, on a des relations des fois un peu compliquées et donc j'ai essayé, alors j'ai pas totalement réussi et je suis très content d'accueillir du public spécifique au musée parce que c'est toujours de très jolies rencontres. Je travaille avec des traumatisés crâniens, notamment un monsieur qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Qui maintenant s'exprime très bien avec moi, mais on fait souvent des jeux dans les salles de récupérer des informations et de venir m'en rendre compte. Et il avait un gros problème de comment je peux m'adresser à Nicolas. Il suffisait de me parler, mais voilà, pour lui ça lui paraissait pas évident. Alors il me mettait 3 petits coups sur l'épaule avant de m'interpeller pour me donner ses réponses. Donc ça joue vraiment un rôle. J'interviens aussi auprès d'enseignants qui sont des fois un peu perdus parce qu'un handicapé arrive dans la classe et que ça n'a pas toujours été totalement bien préparé ou qui a besoin d'avoir quelqu'un de plus neutre qui intervient et ça peut se faire au musée, on le fait de temps en temps. Et j'interviens auprès de beaucoup de publics spécifiques. Maintenant, des projets aussi gros que celui du Centre Abadie. Le Centre Abadie, c'est 11 parcours, 11 ateliers qui ont été développés spécifiquement pour ces jeunes femmes. C'est vraiment un très très gros projet à suivre. C'est un projet très très riche, clairement. Et c'est vrai que elles expriment cette préoccupation de l'image. Des fois, elles viennent se décrire après nos premières rencontres parce que ça leur paraît important quand même que je les perçoive un peu et que j'ai une représentation d'elles. C'est vraiment un projet touchant, c'est vraiment un projet impliquant
qui a des résultats, hein. Elles le disent, leurs thérapeutes le disent, et moi je le vois aussi, au moins le résultat de les faire sortir de l'hôpital 1 heure par semaine ou 1h30, c'est déjà bien, et puis même probablement un peu plus, mais des projets aussi ambitieux que celui-là, notre gros projet au musée en ce moment, c'est de le rendre un peu plus accessible pour le public individuel qui vient au musée. Et c'est le gros projet de l'année 2016. Il est en train de se mettre en route là, et je pense que ça va pas mal m'occuper. Alors c'est vrai, juste pour rebondir par rapport au projet faire venir le public individuel, c'est vrai que dans les structures, moi je le vois à Electropolis, ça a été plus facile de travailler sur le public de groupe pour les publics en situation de handicap, parce que donc avec un groupe, on peut mettre en place certains dispositifs de médiation qui sont différents que quand on a affaire à du public individuel qui vient aux heures d'ouverture du musée sans forcément prévenir. Alors que lorsque l'on a un groupe, il prend rendez-vous, on sait le jour, l'heure, la date, on peut préparer ça à l'avance et c'est souvent plus simple. Et je sais que travailler sur la venue des personnes individuellement, rendre la structure accessible, c'est pour moi notamment, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà, ça nécessite souvent d'autres dispositifs type multimédia, etc., pour rendre les musées, les collections plus accessibles. Oui, il faut effectivement prévoir des dispositifs qui sont là en permanence. Alors que quand le groupe vient, il y a toujours moyen de mettre un médiateur, parfois d'en mettre deux si c'est nécessaire, d'aller chercher des objets dans les réserves. Enfin, on a plein de recettes tous dans nos musées pour arriver à faire que ça se passe super bien et que ces gens aient envie de revenir. Mais l'individuel, lui, est libre, comme l'air un petit peu. Voilà. Et il faut pouvoir répondre à tout instant et c'est un peu difficile pour le moment. Donc là, nous, il faut vraiment qu'on progresse, mais on devrait le faire l'année prochaine. Très bien. Ça a l'air bien engagé, en tout cas. Oui. D'où les dispositifs, justement, du Musée d'Art Moderne, par exemple, qui s'adressent plus spécifiquement à du public individuel. C'est important aussi. La médiation humaine est une chose, mais il y a aussi d'autres outils qu'il faut arriver à mettre en place pour accueillir le public quand il ne vient pas en groupe. Oui, puis je pense que il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément suivre une visite et qui ont juste envie de venir tout seul, tranquillement, pour faire une visite de musée. C'est vrai, on n'est pas... Voilà. On ne peut pas toujours vivre que entre handicapés ou au milieu d'associations. Des fois, on a besoin de temps libre, de temps personnel. Oui, mais je crois que même quand on est... mais pour tout le monde. Même, oui, pour tout le monde. Parfois, on arrive, on n'a absolument pas envie de suivre une visite guidée. Et bon, donc je pense que ça... Ça rejoint des préoccupations globales et communes, je crois. Toujours, oui. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Il n'y a plus de questions? Plus de remarques? Un témoignage? Non? Oui? Si, quand même. Entendu là, c'est de se dire un grand bravo, c'est juste humainement incroyable et on aurait juste envie de vous dire mais allez-y, continuez, formez-en d'autres, c'est juste extraordinaire. Merci pour ce que vous faites. Alors moi il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit, donc à la mairie de Bordeaux, ils ont accepté d'avoir un personnel pas tout à fait rentable. Alors, ça m'a forcément interpellée, parce qu'il est vrai que par les temps qui courent, et les temps sont durs pour tout le monde, on le sait très bien, on vise souvent à un maximum de rentabilité, à faire en sorte que l'argent que l'on dépense soit le mieux dépensé possible. Et vous disiez qu'il fallait environ 2 ans pour assimiler le contenu du musée, chose qu'on peut comprendre, parce que même quand on travaille depuis de nombreuses années dans un musée, on en apprend toujours, tous les jours, hein, on s'enrichit régulièrement de connaissances. Et alors, je me posais la question parce que c'est une collectivité publique qui porte ce musée.
Est-ce que c'est peut-être plus facile d'avoir un personnel moins rentable? On a toujours des préjugés, des a priori sur les fonctionnaires, n'est-ce pas? Donc je me disais, est-ce que dans une structure comme la vôtre, ça a été plus facile, ou pensez-vous que avec un peu de bonne volonté, cette rentabilité quelque part va se retrouver à long terme? Elle est peut-être pas immédiate, mais on va peut-être la trouver à long terme, quelle que soit la structure. Bon, très, très franchement, je pense qu'aujourd'hui, la mairie de Bordeaux ne regrette pas du tout les choix qui ont été effectués au départ. C'était aussi une volonté de tous les acteurs, c'est-à-dire que ne sachant pas où on allait, plutôt que d'ouvrir un poste, de le créer, et au bout de 2 ans de se dire mais non, ça ne fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on fait de notre non-voyant, et comment on le maintient dans l'emploi, dans le cadre de la mairie. On a accepté tous les uns et les autres, parce que tout le monde a trouvé des solutions pour que ça fonctionne d'un point de vue économique en ce qui me concerne, que ça fonctionne au niveau des acquisitions du savoir, au niveau du musée, de prendre le temps, donc à peu près 2 ans. Et c'est aussi ce qui a permis que ce projet réussisse, c'est-à-dire qu'il a fallu envisager un autre mode de recrutement que celui du concours, que tous les gens de la fonction publique connaissent bien, et sortir des lignes, là aussi, sortir des cases, pour vraiment me permettre de m'exprimer, ce que je fais très bien aujourd'hui, mais ce qui n'aurait pas pu se faire s'il avait fallu être tout de suite efficace et performant sur le musée. Alors, quand on est médiateur au musée d'Aquitaine, clairement, on n'attaque pas toutes les collections du jour au lendemain, c'est pas possible. Et mes collègues aussi ont un laps de temps pour se former et puis pour petit à petit acquérir toutes ces collections. Mais chez moi, il a été effectivement un petit peu plus long, puisque, je le dis dans le reportage, il m'a fallu 3 mois pour maîtriser les collections de préhistoire. C'est en plus des périodes historiques un peu compliquées au niveau des échelles de temps, de choses comme ça. Enfin bon, ça s'entrecroise un peu, c'est pas facile. Aujourd'hui, ce qui m'a fallu 3 mois pour faire une visite en préhistoire, je suis capable de le faire en 1 semaine ou 10 jours. Donc d'avoir à peu près les mêmes délais et la même efficacité que mes collègues. Voire des fois d'être plus rapide, parce que moi j'ai remarqué ça en réunion, je vois toujours l'objet, j'ai pas besoin d'être à côté. Connaissant tous mes cartels par cœur, je suis toujours en contact avec mes objets de ce musée. Très bien. Il y avait une autre question? Oui, je ne voudrais pas poser une question, en fait je voulais apporter un élément d'information, un petit point livre. Il vient de paraître aux éditions des Chroniques sociales de Lyon un ouvrage qui a été rédigé par le Conseil scientifique du Fonds d'insertion des personnels handicapés de la fonction publique, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle « L'accompagnement des agents en situation de handicap au cours de leur vie professionnelle » et qui donne un certain nombre d'indications également par rapport à la manière d'obtenir des financements du Fonds d'insertion dans ses rôles pour compenser l'éventuelle perte financière, n'est-ce pas, que pourrait représenter l'engagement d'un collègue en situation de handicap dans la fonction publique. Donc l'accompagnement des agents en situation de handicap, un petit livre, pour ma part, je trouve très très bien fait, très accessible et qui montre à travers des situations concrètes comment on peut travailler en direction de la sensibilisation, mais aussi de la facilitation de l'insertion professionnelle. Alors moi, je rebondis parce que l'institution que vous représentez a été un partenaire plus qu'important. Là aussi, dans mon insertion, puisqu'on est allé un peu au-delà de ce qu'on préconise habituellement sur des postes adaptés, c'est-à-dire des plages braille, des synthèses vocales, des scanners pour numériser des livres, par exemple, ce qui est aussi indispensable. Je ne sais pas s'il y a 20 ans ou 25 ans, ce poste de travail aurait pu être envisagé. Voilà, mais par exemple des fours qui permettent de faire des dessins thermogonflés pour avoir des retranscriptions de cartes, de plans, de tableaux aussi du musée, des choses comme ça, même des balises sonores dans les salles pour situer certains objets qui sont un peu au milieu de nulle part parfois, et que j'ai du mal à localiser à l'oreille avec mon sens de masse.
Le FIPHFP a été vraiment là aussi un partenaire plus que précieux qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, parce qu'on a de très bons rapports avec l'antenne d'Aquitaine et la mairie de Bordeaux notamment. Donc un grand merci. Oui, encore une question. Bonjour, Nicolas Ziegler de Musée Mulhouse Sud Alsace. Vous nous parliez tout à l'heure de 2016 qui serait l'année de test d'outils individuels pour la médiation. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà? Est-ce que vous pouvez nous parler des pistes que vous avez, la réflexion que vous avez au sein de votre équipe? Oui. Alors on a un peu longtemps tourné autour du pot, hein, je veux dire, sans trouver de réelle solution. Le point d'achoppement essentiel était le coût de ces adaptations. Et on a eu la chance d'avoir un adjoint au maire qui s'occupe des personnes handicapées à la mairie qui m'a dit va voir telle personne parce qu'ils ont envie de faire des choses et ça a l'air pas mal. Et effectivement, voilà, on a constitué un partenariat avec des gens qui sont le GIHP, je ne sais pas s'ils sont représentés dans la région, qui travaillent auprès d'un peu tous les handicaps, les Compagnons de France, qui eux sont des experts dans leur domaine de réalisation artisanale, une association d'handicapés qui s'appelle Armélioration, qui permet à des gens autistes, traumatisés crâniens, déficients visuels, de produire des objets. Et là, en l'occurrence, des miniatures de certains objets du musée vont être réalisées par cette association. Et donc l'idée, c'est de permettre à des personnes handicapées, à ce fameux public spécifique, de s'impliquer dans ce parcours, de réaliser certaines des choses, puisqu'ils se sont portés volontaires pour, par exemple, nous réaliser une miniature de la rosace qu'on voit dans le film, à l'échelle de 1/5. De travailler avec un monsieur qui fait de la gravure sur bois et qui va nous réaliser là aussi des éléments tactiles. On a testé ça sur de la peinture pariétale, puisqu'on a une œuvre importante comme ça dans le musée, des retranscriptions de mosaïques, on en a quelques-unes qui sont intéressantes, des carreaux de pavement, des choses comme ça. Pour l'instant, on travaille sur le premier niveau du musée, on verra le deuxième en suivant, mais on va déjà essayer de mettre ça en place. Donc ça, ce sont vraiment quelques-unes des pistes. L'intérêt, c'est qu'on est sur des coûts quasiment nuls, à part des coûts de matières premières. L'intérêt aussi, c'est qu'on mobilise énormément de personnes pour travailler sur du mobilier adapté, d'exposition, modulable, des choses comme ça. Et on a voulu avoir aussi, on évoquait tout à l'heure la matière, des facsimilés, cette relation au bois qui est plutôt un matériau chaleureux et convivial que tout le monde aime assez bien. Ces dessins gravés ou sculptés dans le bois, puisque c'est quasiment de la sculpture, hein, en bas-relief, ont un toucher assez extraordinaire une fois qu'ils ont été cirés, accompagnés de légendes braille. Et puis on a un audioguide aussi au musée qui va s'enrichir de plages spécifiques avec des éléments de description améliorés et adaptés, augmentés envers tous ces publics. L'idée est également que bien sûr ça puisse servir à tout le monde, donc d'y ajouter des jeux, peut-être parfois de les cacher pour que les gens puissent les toucher sans les voir, de les utiliser avec tous nos publics, hein, puisque voir une mosaïque c'est très sympa, mais pouvoir passer le doigt sur les différents motifs représentés, ça peut aussi avoir un intérêt auprès de publics avec des handicaps psychiques par exemple, handicap mental entre autres, et les choses vont se mettre en place. On est sur une quinzaine d'installations en tout sur le rez-de-chaussée, et après il nous en restera certainement encore 15 à mettre en place à l'étage, au premier étage. Ce qui ne nous empêchera pas après de garder nos mallettes spécifiques qu'on a à l'heure actuelle, qu'on emmène quand on accueille des groupes, qui fonctionnent assez bien et qui continueront à être utilisés également. Donc voilà un petit peu les choses. La convention est juste en train d'être signée, du démarrage du projet.
Il a fallu qu'on se mette tous d'accord sur qui fait quoi, comment, qui finance quoi, qui donne du temps, qui prête tel ou tel locaux. Enfin bon, ça a été un peu compliqué puisqu'on est 4 partenaires en tout. Et des doudingues un peu, encore une fois, peut-être un peu utopistes parfois, mais on espère bien y arriver et arriver à réaliser quelque chose de très sympathique en tout cas. Et montrer encore une fois que l'accessibilité, ça peut, si on a du temps, si on a des volontés et des volontaires, on y arrive à des coûts relativement raisonnables. Maintenant, on ne pourra pas tout faire comme ça, mais ça permettra déjà d'avoir des éléments, et après, il faudra encore essayer de faire un effort pour, ce que j'expliquais à Claude tout à l'heure, faire des plans en relief et des choses un peu plus compliquées. Là, ça se fera certainement dans un second plan, mais déjà, si on met ça en place, ça sera vraiment une belle avancée, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on prend encore une question et on passera aux interventions suivantes. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit au début, sur l'accessibilité universelle et sur le bénéfice que nous, on pouvait tirer en tant qu'établissement culturel des médiations qu'on développait en direction des publics spécifiques. Juste pour rebondir là sur votre parcours en libre accès, votre mise en accessibilité, nous, c'est ce qu'on a fait dans les collections permanentes. Au départ, on testait dans les expos temporaires des instruments à toucher qui complétaient la proposition d'images tactiles. Voilà, c'était des parcours spécifiques pour les publics handicapés visuels qui venaient visiter une exposition temporaire chez nous. Et puis en testant ces instruments à toucher, on s'est évidemment rendu compte que tout le monde était très content d'aller toucher une guitare, un violon, etc. Et c'est vraiment cette démarche-là qui nous a permis d'installer dans les collections permanentes un parcours d'instruments à toucher. C'était un vrai complément et une vraie amélioration de notre offre de médiation envers tous les publics. C'était évident que nos... Et pourtant, on n'y avait pas pensé. C'était tellement évident qu'on n'y avait pas pensé. Que tous les publics avaient envie de sortir de chez nous en ayant touché des instruments de musique, puisqu'ils peuvent le faire en atelier, mais effectivement, s'ils viennent en visite libre du musée... Voilà, les instruments sont derrière des vitrines, sont sur des podiums et ne sont pas accessibles par d'autres sens que la vue. Donc, effectivement, et ça permet aussi de débloquer des fonds, forcément, puisque là, vous faites un dispositif qui est accessible à tous. C'est ça, enfin, il y a vraiment cette volonté-là, et c'est vrai que ça en devient un véritable jeu. Moi, je me souviens, on a fait une exposition sur le dessin de presse. On avait placé des dessins thermogonflés, alors au départ bien évidemment à destination de non-voyants, c'était quand même eux les premiers concernés, mais après tout le monde les utilisait s'il voulait, alors le jeu c'était quand même de regarder si le surveillant observait qu'on était en train de toucher ou pas. Tout le monde venait les toucher, ça crée une interaction qui est importante, tout le monde a besoin d'avoir des visites qui ont du sens ou des sens, si on fait un peu un jeu de mots, mais c'est important d'être en proximité avec tous ces objets, enfin toutes ces œuvres. Et je crois que c'est ce que tout le monde essaye de faire ici dans la salle en tout cas. On est beaucoup à penser ça en tout cas, et de plus en plus, et ça c'est vraiment très bien.